Je n'arrive toujours pas à croire à quel point tout a changé cet après-midi-là. Un instant, je revenais en voiture d'un rendez-vous avec mon agent immobilier, excité à l'idée d'acheter peut-être mon premier appartement, et l'instant d'après, l'instant d'après est surtout un flou. Je m'appelle Sophie et je venais de passer 1 heure à discuter des options de prêt et à visiter un appartement de 2 chambres prometteur qui était enfin dans mes moyens. La rencontre s'était bien passée et j'étais optimiste quant à mes chances d'obtenir le prêt. Je me souviens être sortie du parking de l'agence et avoir pris l'arrêt Maréchal Foch. Le soleil était éclatant et j'ai dû ajuster mon pare-soleil pour bien voir. C'est probablement pour cela que je n'ai aperçu l'autre voiture qu'en vision périphérique avant que tout ne bascule, littéralement. L'impact a été assourdissant. Le métal a crissé contre le métal lorsque l'autre véhicule a percuté ma voiture à grande vitesse. J'ai senti ma voiture être traînée sur la chaussée, le monde tournoyant autour de moi dans un flou assourdissant. Puis il y a eu un autre choc, cette fois contre quelque chose de solide. J'ai appris plus tard qu'il s'agissait d'un poteau électrique. Après cela, tout devient fragmenté. J'étais piégée dans les restes tordus de ma voiture, le volant pressé inconfortablement contre ma poitrine. Il y avait une odeur étrange, peut-être du caoutchouc brûlé, et des voix, beaucoup de voix venant de quelque part à l'extérieur. J'ai essayé de répondre mais je ne savais pas si un son sortait réellement. À travers ma vision brumeuse, je pouvais voir des lumières clignotantes, des stroboscopes rouges et bleus qui rendaient mon mal de tête grandissant encore pire. Le prochain souvenir clair que j'ai est celui des pompiers découpant ma voiture. Le bruit du métal déchiré était terrifiant, mais était trop hébété pour avoir vraiment peur. Ils ont travaillé rapidement, me parlant tout du long, bien que je ne me souvienne pas de ce qu'ils disaient. Quand ils m'ont enfin sorti, tout est devenu un tourbillon d'activité. Les ambulanciers m'ont transféré sur une civière, me posant des questions et m'éclairant les yeux. Ils bougeaient vite, ce qui aurait dû me dire à quel point c'était grave. « Vous avez besoin d'une chirurgie d'urgence », m'a dit l'un d'eux alors qu'il me chargeait dans l'ambulance. « Idric a-t-il quelqu'un que nous devrions contacter ?» Mon téléphone, ai-je réussi à dire, ma voix sonnant étrange à mes propres oreilles. « Appelez mes parents. Ils sont dans mes contacts. » Naman y tapa. La dernière chose dont je me souvienne est d'avoir été poussée dans de brillants couloirs d'hôpital, les lumières fluorescentes défilant au-dessus de ma tête. Quelqu'un en tenue de bloc me disait qu'ils allaient m'anesthésier. Puis tout est devenu noir. La première chose que j'ai remarquée en ouvrant les yeux était le vide. Et juste moi, le bip régulier des moniteurs et les murs blancs stériles d'une chambre d'hôpital. Ma gorge était comme du papier de verre et il y avait une douleur sourde dans tout mon corps que même les analgésiques ne pouvaient pas complètement masquer. J'ai essayé de bouger et l'ai immédiatement regretté. Chaque centimètre de mon corps a protesté et j'ai laissé échapper un gémissement involontaire qui a dû alerter quelqu'un, car quelques instants plus tard, une infirmière est entrée, un bloc-notes à la main. « Contente de vous voir réveillée, dit-elle en vérifiant mes constantes. « Comment vous sentez-vous » Comme si j'avais été percutée par un camion, ai-je réussi à croasser. « Depuis combien de temps suis-je inconsciente » Environ 12 heures. L'opération s'est bien passée. Elle a ajusté quelque chose sur ma perfusion. Vous avez de la chance. Ça aurait pu être bien pire. J'ai jeté un coup d'œil autour de la chambre vide avant de poser la question qui me préoccupait vraiment. Mes parents sont-ils passés pendant que j'étais inconsciente ? Ils auraient dû être contactés. L'expression de l'infirmière a légèrement changé, juste un éclair de malaise traversant son visage. Elle s'est affairée à vérifier mon dossier avant de répondre. « Nous avons joint votre mère, dit-elle avec précaution. Nous l'avons informée de l'accident et de votre état, mais... » Elle a fait une pause, semblant choisir ses mots. Elle a dit qu'il ne pourrait pas venir. Quelque chose à propos de la remise de diplôme de votre sœur au lycée. Je suis désolée. Devrions-nous essayer d'appeler quelqu'un d'autre ? Non, ai-je dit en me recanant contre les oreillers. Non, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Et c'était le cas. Certains pourraient trouver choquant que des parents choisissent une remise de diplôme de lycée plutôt que de rendre visite à leur fille gravement blessée à l'hôpital, mais je savais à quoi m'en tenir. Ce n'était qu'un autre chapitre d'une histoire qui se jouait depuis toute ma vie. Voyez-vous, je suis née en premier, un accouchement difficile qui a failli nous tuer, ma mère et moi.
Les médecins ont dit à mes parents par la suite que les chances d'avoir un autre enfant étaient pratiquement inexistantes. Pendant 7 ans, j'ai été enfant unique, bien qu'en y repensant, je réalise que je n'ai jamais été vraiment suffisante pour eux. Puis est arrivé le miracle. Contre toute attente, ma mère est tombée enceinte à nouveau. Emma est née en bonne santé et parfaite, et à partir de ce moment-là, tout a changé. Non, ce n'est pas tout à fait exact. Tout s'est cristallisé. Le schéma qui avait toujours été là est simplement devenu plus évident. Emma était leur bébé miracle, leur seconde chance, leur fille parfaite. Chaque souhait était exaucé, chaque caprice satisfait. De nouveaux vêtements, les derniers jouets, le meilleur de tout. Pendant ce temps, j'ai appris à me contenter de vêtements d'occasion et d'articles soldés. Le contraste était le plus flagrant pour les anniversaires. Je me souviens clairement de mon 13e anniversaire. J'ai reçu un modeste set de crayons de couleur que je demandais depuis longtemps. Avant même que je puisse les remercier correctement, ils ont offert à Emma une coûteuse nouvelle maison de poupée pour qu'elle ne se sente pas exclue, ont-ils dit, tandis que ma sœur de 6 ans me narguait avec son cadeau bien plus gros. C'est devenu le schéma. Chaque célébration me concernant devait inclure quelque chose pour Emma, et son cadeau était toujours meilleur. Sinon, elle piquait des crises épiques, pleurant sur l'injustice que je reçoive des cadeaux alors qu'elle n'en avait pas. Plutôt que de lui apprendre à se réjouir du bonheur des autres, mes parents ont résolu le problème en s'assurant qu'elle avait toujours le meilleur dans toutes les situations. Au moment où j'ai atteint le lycée, j'avais appris 2 leçons importantes, je ne pouvais compter sur mes parents pour rien, et la seule issue était mon propre travail acharné. Mes parents l'ont fait comprendre assez clairement sans jamais vraiment le dire, l'argent était économisé pour l'avenir d'Emma. Alors je me suis aidée dans tout ce que je pouvais. Pendant que les autres enfants traînaient au centre commercial ou allaient à des fêtes, je restais tard après l'école pour étoffer mon CV. J'étudiais comme si mon avenir en dépendait, parce que c'était le cas. Classes avancées, tableaux d'honneur, compétitions académiques, vous le nommez, j'y étais. Sophie, serais-tu intéressée pour lancer un journal scolaire, m'a demandé un jour Madame Dubois, ma professeure de français, après le cours. Nous avons besoin de quelqu'un d'organisé et de dévoué pour le diriger. Je n'ai pas seulement lancé le journal, je l'ai transformé en quelque chose que l'école n'avait jamais vu auparavant. Nous couvrions de vrais problèmes, pas seulement les rassemblements d'encouragement et les menus de la cantine. Quand le proviseur a vu ce que nous faisions, il m'a approché avec une autre idée, une chaîne de télévision scolaire. Nous avons commencé à diffuser les annonces du matin, à couvrir les événements scolaires, et même à faire des reportages d'investigation sur les problèmes locaux affectant les élèves. Les professeurs ne tarissaient pas d'éloges à mon sujet. Le proviseur m'a même écrit une lettre de recommandation élogieuse pour l'université, me qualifiant d'une des élèves les plus exceptionnelles de l'histoire de notre école. Mais à la maison, rien n'a changé. Mes parents remarquaient à peine mes réussites, trop occupés à s'extasier sur le trophée de participation d'Emma à son tournoi de football ou son B en mathématiques. La seule personne qui semblait remarquer mon succès était Emma elle-même, et pas d'une bonne manière. C'est tellement énervant, je l'ai entendu se plaindre à maman un jour. Tout le monde à l'école m'appelle la sœur de Sophie, comme si je n'étais même pas ma propre personne. Ce n'est pas juste. Au lieu d'expliquer à Emma qu'elle pouvait se faire un nom par elle-même grâce à un travail acharné, maman l'a simplement serrée dans ses bras et a dit « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tu es spéciale à ta façon. » Tout ce travail a cependant porté ses fruits lorsque les lettres d'admission à l'université ont commencé à arriver. J'avais des options, de vraies options. Mais la meilleure était de l'université nationale à 2 régions de chez nous, avec une bourse complète incluant le logement et les repas. Quand j'en ai parlé à mes parents, ils ont à peine levé les yeux de leur aide à Emma pour son projet de sciences au collège. Je suis partie pour l'université cet automne-là, alors qu'Emma commençait tout juste et la 6e. La distance semblait bonne, nécessaire même. J'ai obtenu un emploi à temps partiel au café du campus pour couvrir mes dépenses personnelles, me suis plongée dans mes études et j'ai commencé à construire une vie qui n'avait rien à voir avec le fait d'être la fille moins favorisée. Mes parents appelaient de temps en temps, mais les conversations étaient toujours les mêmes. Emma a été sélectionnée pour l'équipe de Pom-Pom Girls du collège. Emma a obtenu le premier rôle dans la pièce de l'école.
Jamais comment se passent tes cours ou est-ce que tu manges suffisamment, aucune des questions normales que les parents posent généralement à leurs enfants étudiants. Après 4 ans à construire ma propre vie à l'université, j'ai probablement fait ma plus grosse erreur, je suis rentrée à la maison. Je suppose qu'une partie de moi espérait que les choses seraient différentes maintenant que j'avais un diplôme. Elles ne l'étaient pas. Dès le moment où j'ai franchi la porte avec mes cartons, mes parents ont agi comme si j'étais un invité indésirable qui avait dépassé son séjour. Maman faisait ses petits commentaires pointus au petit déjeuner sur les jeunes adultes qui ne peuvent pas quitter le nid, tandis que papa laissait négligemment des annonces de location d'appartements sur le comptoir de la cuisine. Emma, maintenant âgée de 15 ans et embrassant pleinement son rôle de princesse de la famille, était la plus directe à ce sujet. « Pourquoi dois-tu rester ici ?» s'est-elle plainte un matin, me fusillant du regard de l'autre côté de la table du petit déjeuner. « C'est tellement embarrassant d'avoir ma vieille sœur qui vit à la maison. Aucune des sœurs de mes amis ne fait ça. » J'avais envie de faire remarquer que la plupart des parents aident réellement leurs enfants pendant la transition post-universitaire, mais à quoi bon? Au lieu de cela, je me suis été dans la recherche d'emploi. J'ai dû envoyer une centaine de candidatures ce premier mois. Finalement, j'ai décroché un poste de coordinatrice de projet junior dans une entreprise technologique. Le salaire n'était pas énorme, mais c'était suffisant pour commencer à économiser pour mon évasion. J'ai fait des heures supplémentaires, sauté les pauses déjeuner et économisé chaque centime que je pouvais. Après 2 mois, j'avais assez pour une caution et le premier mois de loyer d'un minuscule studio. Le jour où j'ai déménagé, maman avait l'air réellement soulagée. « N'oublie pas de rendre ta clé de la maison », fut tout ce qu'elle dit alors que je portais ma dernière boîte. Ce petit appartement d'étudiante était peut-être petit, mais il semblait être le paradis. Pour la première fois de ma vie, j'avais un espace qui était complètement à moi. Personne pour faire des commentaires narquois, personne pour me comparer, personne pour me faire sentir indésirable dans ma propre maison. J'ai canalisé toute mon énergie dans le travail. Chaque projet, chaque tâche, peu importe à quel point elle était petite, je donnais tout. Besoin de quelqu'un pour rester tard? Je me portais volontaire. Client difficile? Je m'en occupais. Problème complexe? Je ne raisonnais. Les gens ont commencé à remarquer. 1 an et demi après avoir commencé, j'ai été convoquée dans le bureau de ma superviseure. J'ai pensé que j'avais peut-être fait quelque chose de mal, mais au lieu de cela, elle m'a offert une promotion au poste de coordinatrice de projet senior. L'augmentation de salaire signifiait que je pouvais enfin commencer à mettre de l'argent de côté pour mon propre logement. Une autre année est passée et j'ai été promue à nouveau, cette fois au poste de chef de projet. J'étais vraiment fière de moi, alors j'ai fait une autre erreur. J'en ai parlé lors d'un des dîners de famille auxquels j'assistais encore occasionnellement, essayant de maintenir une sorte de relation avec mes parents. Maman et papa sont soudainement devenus très intéressés, plus intéressés qu'ils ne l'avaient été par quoi que ce soit dans ma vie depuis des années. « Chef de projet ? Ça doit bien payer, a dit papa, essayant de paraître désinvolte. Combien te donne-t-il ? Avant que je puisse éluder la question, Emma est intervenue avec son tact habituel. Elle m'a regardé de haut en bas et a commencé à rire. Peu importe ce que c'est, tu devrais en dépenser une partie pour de nouveaux vêtements. Tu t'habilles comme la grand-mère de quelqu'un. Maman et papa ont rejoint son rire, comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais entendue. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste attrapé mon sac à main et je suis sortie. Ils pouvaient rire autant qu'ils le voulaient. Ils avaient un appartement à acheter. Les 3 semaines suivantes à l'hôpital ont semblé être un flot interminable de médicaments contre la douleur et de rétablissement. 2 opérations, une pour réparer les dommages internes, une autre pour fixer ma jambe cassée. Les médecins m'ont dit que j'avais de la chance d'être en vie. Ma chambre d'hôpital ressemblait à un magasin de flair. Mon patron a envoyé un énorme arrangement avec une note disant que mon emploi était assuré et de prendre tout le temps nécessaire pour me rétablir. Mes collègues se sont relayés pour envoyer des colis de soins, livres, magazines, collations, tout pour aider à passer le temps. Même mes vieux amis d'école, que je n'avais pas vus depuis des années, m'ont appelé pour prendre de mes nouvelles. Mon téléphone vibrait constamment avec des messages et des appels de parents et d'amis. Tante Sarah appelait chaque soir pour vérifier mes progrès.
Mon cousin Michel a proposé de venir m'aider quand je sortirai de l'hôpital. Même mon ancienne colocataire de fac, Lisa, m'a contactée après avoir vu un post sur les réseaux sociaux à propos de mon accident. Mais rien de mes parents. Rien d'Emma. Pas un appel, pas un texto, pas même un rapide message « J'espère que tu vas bien ». L'espace vide où leur nom aurait dû être sur l'écran de mon téléphone semblait plus bruyant que tous les autres messages réunis. Puis, une semaine après ma deuxième opération, ils sont finalement apparus. Je somnolais dans mon lit d'hôpital quand j'ai entendu la porte s'ouvrir. Pendant un bref moment, mon cœur s'est soulevé. Ils étaient venus après tout. Peut-être que l'accident leur avait fait réaliser. Sophie, la voix de maman était tranchante, coupant mes pensées pleines d'espoir. Bien, tu avais veillé. Papa est resté en retrait près de la porte tandis que maman marchait jusqu'à mon lit. Pas de « comment te sens-tu » pas de « nous étions inquiets », pas même un « tu as l'air mieux ». Nous devons discuter de quelque chose d'important, a poursuivi maman, son ton professionnel. Emma a reçu ses lettres d'admission à l'université. Plusieurs bonnes écoles la veulent, mais nous avons besoin d'argent pour ses frais de scolarité. Il m'a fallu un moment pour comprendre ce qu'elle disait. Sûrement, il n'était pas venu à mon chevet d'hôpital après m'avoir ignoré pendant une semaine pour demander. Nous nous attendons à ce que tu aides ta sœur, a dit fermement maman. La famille s'entraide, et Emma a besoin de cet argent pour son éducation. Je les ai fixés, les médicaments contre la douleur rendant tout légèrement irréel. Vous êtes sérieux ? Ai-je finalement réussi à dire. Je suis allongée ici après 2 opérations et vous n'avez même pas demandé comment j'allais. Mais vous voulez mon épargne ? Ne sois pas dramatique, a répondu maman, agitant la main avec désinvolture. Nous savions que tu recevais des soins médicaux appropriés. L'hôpital nous tenait informés. Emma a une vraie opportunité ici, a ajouté papa. Elle ne peut pas rater cette chance. Ces écoles n'attendront pas éternellement. Quelque chose s'est brisé en moi. Peut-être que c'étaient les médicaments contre la douleur qui me rendaient plus courageuse, ou peut-être que c'était simplement 25 ans de ressentiment accumulé qui bouillonnait enfin. Sortez, ai-je dit doucement. Pardon. Les yeux de maman se sont écarquillés. J'ai dit sortez, ma voix est devenue plus forte. Toute ma vie, vous avez clairement indiqué qu'Emma comptait plus que moi. Chaque anniversaire, chaque réussite, chaque étape importante, c'était toujours à propos d'elle. J'ai travaillé pour payer mes études universitaires pendant que vous économisiez de l'argent pour elle. J'ai construit ma carrière à partir de rien pendant que vous nouiez chacune de ces petites réalisations. Et maintenant ? J'ai fait un geste vers mon lit d'hôpital, vers les machines surveillant mes signes vitaux. J'ai failli mourir dans cet accident, et vous n'avez même pas pu prendre la peine de me rendre visite jusqu'à ce que vous vouliez quelque chose de moi. Voyons, Sophie, a commencé papa, s'éloignant enfin de la porte. Tu es déraisonnable. Déraisonnable ? J'ai ri, et cela a fait mal à mes côtes. Je suis déraisonnable de vouloir que mes parents se soucient du fait que j'ai failli mourir ? Je suis déraisonnable de vouloir garder l'argent que j'ai gagné pour payer mes frais médicaux et acheter mon propre appartement ? Non, pas cette fois. Je ne vous donne pas un centime de mes économies pour l'université d'Emma. Le visage de maman a pris une teinte rouge alarmante. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tout ce que vous avez fait pour moi, je l'ai coupé. Qu'avez-vous exactement fait pour moi ? Nommez une chose. Une seule chose que vous avez faite pour moi qui n'a pas fini par être à propos d'Emma. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ils sont restés là, la bouche s'ouvrant et se fermant comme des poissons hors de l'eau, clairement choqués que leur fille dévouée et fiable se soit enfin défendue. Tu le regretteras, a finalement dit maman, sa voix froide. Elle a attrapé le bras de papa et l'a tiré vers la porte. Ils n'ont même pas dit au revoir, ils sont juste sortis en trombe, laissant la porte claquer derrière eux. Le bruit a fait vibrer ma tête, mais je m'en fichais. Pour la première fois de ma vie, je leur avais tenu tête. Mon téléphone a vibré environ 1 heure plus tard, puis encore et encore. Je l'ai pris pour trouver un flot de messages d'Emma. Comment oses-tu refuser d'aider pour mes études universitaires ? Tu es juste jalouse parce que j'ai été acceptée dans de meilleures écoles que toi. Tu es tellement égoïste. Tu n'as pas vraiment besoin d'un appartement. Maman et papa ont raison,
Tu es complètement déraisonnable. Les messages continuaient d'arriver, chacun plus en colère que le précédent. Mais c'est le dernier message qui m'a glacé de sang. Tu sais quoi? J'aurais aimé que tu meurs dans ce stupide accident. Au moins, ton argent aurait servi à quelque chose de valable. Mon éducation. J'ai fixé l'écran du téléphone pendant longtemps, mes mains tremblantes. Ma petite sœur, l'enfant miracle, celle qu'ils avaient tous protégée, choyée et gâtée, venait de me souhaiter morte pour de l'argent. Mon doigt a plané au-dessus du bouton de suppression pendant un moment. Une partie de moi voulait effacer ces mots, prétendre qu'ils n'avaient jamais existé. Mais quelque chose m'a arrêté. Au lieu de cela, j'ai fait une capture d'écran et je l'ai sauvegardée dans mon stockage en ligne. Après 5 semaines de nourriture d'hôpital et de lits inconfortables, revenir dans mon appartement semblait être le paradis, même si j'avais besoin de l'aide d'une infirmière pour monter les escaliers. Tout faisait mal et les médecins m'avaient donné une longue liste d'exercices de récupération et de rendez-vous de physiothérapie, mais au moins j'étais chez moi. La première chose que j'ai faite a été d'appeler mon patron, Marc. J'avais été inquiète pour le travail, même si mes collègues m'avaient assuré que tout était sous contrôle. Sophie, la voix chaleureuse de Marc, est venue à travers le haut-parleur. « Comment vous sentez-vous? Vous vous réinstallez bien? Je suis à la maison, mais tout est encore assez difficile, ai-je admis. Les médecins disent que j'ai besoin de moins un mois de plus avant de pouvoir penser à revenir au travail. Je suis désolée. Arrêtez tout de suite, m'a-t-il coupé. Votre santé passe en premier. Concentrez-vous simplement sur votre rétablissement. Votre poste vous attendra quand vous serez prête. Je commençais tout juste à me sentir optimiste quand mon téléphone a vibré avec une notification des réseaux sociaux. Ma mère avait fait un post et j'y étais mentionné. Mon estomac s'est noué alors que je commençais à lire. En tant que mère, ça me brise le cœur de voir un tel égoïsme de la part de ma propre fille. Après tout ce que nous avons fait pour Sophie, elle refuse d'aider sa sœur à faire des études. Emma a été acceptée dans plusieurs universités prestigieuses, mais maintenant elle pourrait manquer cette opportunité parce que sa propre sœur est trop avare pour partager son argent. Comment peut-on être si cruel envers sa propre famille? Les rêves d'Emma sont brisés à cause d'un pur égoïsme. Les commentaires ont commencé à affluer immédiatement. Je n'arrive pas à croire qu'elle ferait ça à sa propre sœur. La famille devrait toujours passer en premier. Quel genre de personne refuse une éducation à sa sœur? Elle doit être sans cœur. J'ai regardé des parents et des amis de la famille, des gens qui me connaissaient depuis toujours, me condamner sans connaître toute l'histoire. Tante Linda m'a qualifiée de honteuse. La meilleure amie de ma mère, Suzanne, a écrit à quel point elle était déçue de moi. Mes mains tremblaient alors que je cliquais sur le bouton de réponse, mais ma voix était ferme lorsque j'ai tapé. Laissez-moi ajouter un peu de contexte à cette histoire. Il y a 5 semaines, j'ai eu un accident de voiture qui a failli me coûter la vie. J'ai subi 2 opérations majeures. J'ai passé 5 semaines à l'hôpital. Pendant ce temps, mes parents m'ont rendu visite exactement une fois. Pas pour vérifier mon état de santé, mais pour exiger mes économies pour le fonds universitaire d'Emma. Ils n'ont pas demandé comment j'allais. Ils ne se souciaient pas de mon rétablissement. Ils voulaient juste mon argent. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai dit non, j'ai besoin de cet argent pour mes frais médicaux et ma convalescence. Mais même si ce n'était pas le cas, j'ai gagné chaque centime moi-même. J'ai payé mes études universitaires sans aucune aide de mes parents. Ils économisaient déjà pour l'éducation d'Emma à l'époque aussi. Et pour ceux qui pensent que je suis cruelle envers ma sœur, laissez-moi partager ce qu'elle m'a écrit alors que j'étais encore à l'hôpital. J'ai joint la capture d'écran du message d'Emma. J'aurais aimé que tu meurs dans ce stupide accident. Au moins, ton argent aurait servi à quelque chose de valable. Mon éducation. Donc, à vous tous qui me jugez, j'ai une question. Donneriez-vous vos économies à des gens qui n'ont pas pris la peine de vous rendre visite à l'hôpital? À une sœur qui vous a souhaité la mort? À des parents qui ont toujours clairement indiqué que vous comptiez moins que votre frère ou sœur? Le silence qui a suivi semblait éternel. Puis les nouveaux commentaires ont commencé à arriver. Oh mon Dieu, Sophie, je n'avais aucune idée. Emma a dit ça? Je n'arrive pas à y croire. Je ne peux pas croire qu'il ne t'ait même pas rendu visite à l'hôpital.
Tu as absolument raison de garder ton argent. Concentre-toi sur ton rétablissement. Même tante Linda et Suzanne ont supprimé leurs commentaires précédents et posté des excuses. La marée avait complètement tourné, mais je ne ressentais aucune satisfaction. Juste de la fatigue. Tellement de fatigue. C'est incroyable à quel point les choses peuvent changer en 2 mois. La physiothérapie a fait des merveilles. Je marche normalement maintenant, bien que ma jambe me fasse encore un peu mal quand il pleut. Les cicatrices guérissent bien et la semaine dernière, je suis enfin retournée au travail. L'assurance auto a couvert la valeur totale de ma voiture détruite et je l'ai utilisée pour acheter un modèle plus récent et plus sûr. La première fois que je me suis assise derrière le volant après l'accident, mes mains tremblaient, mais chaque trajet devient un peu plus facile. L'indemnisation de l'assurance santé a été encore meilleure que prévu. J'avais souscrit une police complète il y a 2 ans, pensant que c'était juste la chose responsable à faire. Je n'avais jamais imaginé que j'en aurais réellement besoin, mais maintenant je suis reconnaissante envers mon moi passé pour sa prévoyance. Entre cela et l'assurance de l'entreprise, toutes mes factures médicales sont couvertes et il reste encore beaucoup. Hier, j'ai signé les papiers préliminaires pour mon appartement. L'apport initial est prêt et je rencontre la banque la semaine prochaine pour finaliser le prêt hypothécaire. Tante Sarah a appelé la semaine dernière pour me tenir au courant, comme elle l'a dit. Mes parents ont dû contracter un prêt substantiel pour couvrir les frais de scolarité d'Emma. Ils ne sont pas contents des taux d'intérêt, mais ils n'avaient pas vraiment le choix. Ils avaient déjà promis à Emma qu'elle pourrait aller dans son école de rêve. Il y a 10 ans, même il y a 5 ans, entendre cela m'aurait fait mal. Je me serais sentie coupable, je me serais demandé si j'aurais dû aider malgré tout. Mais maintenant je ne ressens rien. Pas de culpabilité, pas de satisfaction, pas de colère. Juste rien. J'ai supprimé les numéros de mes parents de mon téléphone, bloqué Emma sur tous les réseaux sociaux, changé mon adresse email. Certains pourraient appeler ça fuir, mais je le vois différemment. Je ne suis rien. Je marche avec confiance vers la vie que j'ai construite pour moi-même. Les déménageurs viennent de mois prochain. J'ai déjà commencé à emballer mon appartement en location, triant ce qu'il faut garder et ce qu'il faut donner. Hier soir, en parcourant de vieilles boîtes, j'ai trouvé une photo de ma remise de diplôme du lycée. Je suis debout seule dans ma toge et mon mortier, souriant à l'appareil photo. Mes parents ne sont pas sur la photo. Ils étaient occupés avec Emma ce jour-là. J'ai mis la photo dans la pile à garder. Pas par nostalgie, mais comme un rappel. Cette fille sur la photo de remise de diplôme n'avait pas besoin du soutien de ses parents pour réussir, et la femme que je suis devenue non plus. Parfois, il faut construire sa propre vie, son propre système de soutien, sa propre maison. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Fin de l'histoire.